Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. C'est le dossier sensible de ce début d'année, la réforme territoriale. Après la nouvelle carte des régions, les compétences des différents échelons avec la fameuse loi NOTRe pour nouvelle organisation territoriale de la République. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur cette audition par la commission des lois des deux ministres en charge de la réforme, Marie-Lise Lebranchu et André Vallini. Alors que contient ce texte? Quelles sont ses orientations? Eh bien, aux grandes régions, les compétences stratégiques, développement économique, innovation. Aux départements, les solidarités sociales et territoriales avec le RSA par exemple. Et aux communes et intercommunalités, la proximité. Le gouvernement a dû reculer sur les départements. Il n'est plus question de les supprimer, en tout cas pas pour l'instant, mais cela n'a pas suffi à calmer l'inquiétude et surtout la colère de certains sénateurs. Direction tout de suite, la salle Clémenceau. Nous avons voulu élargir un petit peu le spectre des personnalités auditionnées en allant au-delà des auditions des représentants de la fonction publique territoriale, des représentants des grandes associations d'élus. Et nous avons notamment rencontré des personnalités étrangères, des universitaires. Nous nous sommes déplacés, comme vous le faites vous-même, Madame le ministre et Monsieur le ministre, dans toutes nos régions. Vous étiez en Basse-Normandie vendredi dernier. Nous nous sommes déplacés pour rencontrer les élus en situation et parler concrètement avec eux. Nous avons essayé aussi de faire se manifester les forces vives, organisations syndicales, entreprises, pour mesurer ce qu'elles pouvaient attendre de la réforme territoriale. Et la commission des lois s'est dotée de 2 rapporteurs, compte tenu de l'importance de ce projet. M. Van Dierendonck, qui avait été désigné, je crois, fin juin ou début juillet dernier, qui s'est mis au travail au cœur de l'été et a procédé lui-même à de nombreuses auditions. Et puis, au début du mois d'octobre, M. le Président Jean-Jacques Hyest, qui a été désigné comme co-rapporteur. La lisibilité politique de ce double choix est évidemment très claire. Nous avons un rapporteur qui est membre du groupe socialiste et un rapporteur qui est membre du groupe UMP. Ça ne représente pas tous les groupes du Sénat, mais ça montre la volonté d'essayer de faire un travail qui s'inscrive dans la recherche d'un consensus. J'espère que nous pourrons le trouver. Et nous avons eu l'occasion d'en discuter ensemble. Alors je vous propose, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, de vous laisser la parole. Et puis ensuite, nous aurons un échange d'abord avec l'intervention de nos rapporteurs et puis ceux des collègues qui le souhaiteront prendront la parole, soit pour intervenir et manifester leurs propres convictions sur le sujet, soit pour vous interroger. Si vous avez un petit peu de temps, vous pourrez leur répondre ensuite. Absolument. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est vrai que nous avons fait, Monsieur le Président, avec André Vallini, un tour de France avec des débats républicains à huis clos, parce que c'était plus simple pour les uns et les autres de s'exprimer de façon très libre, et même si on fait confiance à nos amis de la presse, c'était l'idéal. Et c'est vrai que le dernier était effectivement vendredi à Caen. On a pu enrichir le texte, évoluer sur un certain nombre de points, même si tout reste en débat. On sait très bien qu'on pourrait avoir un débat à l'infini. À un moment donné, il faudra trancher et avoir un texte de loi. C'est ce qui nous réunit ce matin. D'abord, dire un mot de l'état d'esprit. André Vallini en est premier témoin comme moi. Le Premier ministre et le Président de la République souhaitent que sur ce texte, on avance au maximum sur des accords en amont avec le Parlement. Le Parlement a vraiment sa place et toute sa place, et en particulier, bien évidemment, le Sénat dans cette discussion. L'idée étant de ne pas avoir, je parle tout à fait librement aussi, après avoir échangé quelques mots avec le président du groupe UMP qui ne peut pas être là parce qu'il a une session budgétaire dans son département.
et qui me disait donc il faut qu'on fasse, permettez-moi l'expression et de la mettre entre guillemets, mieux que pour la carte régionale et le cheminement du texte. Le Premier ministre nous a donc demandé de travailler sur les quelques points qui font débat, mais qui ne font pas débat forcément à l'intérieur de familles politiques de façon très bloquée, mais sont souvent transpartisans. On l'a bien vu au cours de nos échanges. Et quand on dit et qu'on entend dire souvent, vous avez changé d'avis sur les départements, bien évidemment oui, ça se voit puisque les départements figurent dans le texte. Et quand on croise à la fois la question constitutionnelle, la nécessité d'avoir des majorités d'une part, et la question des solidarités territoriales d'autre part, le Premier ministre a tranché avec l'accord du président de la République en disant on a donc un mandat devant nous pour nous poser ensemble, je dis bien ensemble, toutes les questions concernant les départements. En revanche, dès la discussion de ce texte de loi, il faut que nous soyons attentifs aux compétences essentielles et au vrai sens du mot qui doivent toujours être confiées à cet échelon. Il est vrai, et je le rappelle toujours dans les débats que nous pouvons avoir ici ou là, il est vrai que plusieurs thèses se sont non pas affrontées, mais ont été posées sur la table. Dans le rapport de M. Raffarin, Premier ministre devenu sénateur et ardent défenseur de la décentralisation, accompagné de M. Crattinger, on avait effectivement une vision qui était des très grandes régions en maintenant des départements, ou bien des petites régions en supprimant des départements. Et on voit bien qu'on a fait la moitié du chemin, parce qu'on n'a pas les très grandes régions du rapport Raffarin-Crattinger, puisque c'était, dans ma mémoire, 7-8 régions, mais des régions suffisamment grandes pour qu'on se pose l'échelon de la proximité et du lien entre la région et en particulier le bloc communal. Et d'aucuns désignent à ce moment-là très évidemment le département, même si parmi dans les familles politiques du Sénat, le débat n'est pas non plus et pardonnez-moi très transpartisan, même si sur certaines métropoles la question reste posée sur un certain nombre des compétences. Donc j'aurais fini cette introduction en vous disant à quel point nous souhaitons trouver le plus d'accord possible sur ce texte. Ce texte fait suite donc à la loi Mappan qui a créé des métropoles en France, mais a créé un outil que moi j'estime essentiel, qui est la conférence territoriale de l'action publique, qui permet aux uns et aux autres d'adapter en particulier la gestion des compétences à la réalité géographique historique des régions de France, qui ne se ressemblent pas. Et donc l'État a reconnu le fait qu'effectivement les régions sont diverses et que sur ce point des compétences qui peuvent être déléguées en infrarégional, par exemple, il faut faire confiance aux élus et ils sont parfaitement capables de trouver des accords au niveau de chaque région de France. Il faut malgré tout renforcer les régions. Et renforcer les régions avec une compétence en matière d'économie, de développement économique, qui est une compétence majeure puisqu'elle lie à la fois l'enseignement supérieur, la recherche, le développement, les transferts de technologies, à une notion de stratégie, sur quel secteur on privilégie dans telle ou telle région, et qu'est-ce qu'on espère en obtenir comme création d'emplois dans l'avenir. Donc un vrai volet stratégique du développement économique qui manque sans doute à notre pays, qui est victime de cette fameuse antienne de la fin du XXe siècle, qui était que l'économie des services allait substituer des emplois à l'économie industrielle, et c'était une erreur. Il faut continuer à travailler sur les deux piliers de l'économie des services et de l'industrie. Et donc, un retour à l'industrie implique que les régions aient cette stratégie naturellement en discussion avec l'ensemble de leur territoire. Pour ce faire, elles sont les seules à pouvoir aider directement les entreprises. Je pense que c'est une demande de beaucoup d'entrepreneurs d'avoir une simplification concernant les aides directes. Et on élargit cette possibilité des aides directes à la possibilité d'entrer au capital dans des cas définis, qui sont les cas de création sur un certain nombre de secteurs. Je dis bien entrer au capital, mais temporairement, un développement qui crée problème à l'intérieur d'une entreprise. On sait tous que des très très gros marchés peuvent provoquer une difficulté, puisque les intrants, il faut naturellement les payer et on n'a pas tout de suite son retour en vente de produits. Donc il y a des
cas très particuliers dans lesquels nous avons malheureusement vu des entreprises en grande difficulté ou être rachetées, alors même qu'elles auraient pu être sauvées et être en pleine forme aujourd'hui si on avait permis cette entrée plus rapide au capital qui aujourd'hui demande un passage devant le Conseil d'État. Donc aide directe, entrée temporaire au capital, tout ce qui est lié au ticket d'aide en termes de banque publique, BPI, mais aussi accord passé avec la BEI. On a eu de longs échanges à Bruxelles avec les 2 commissaires en charge. Il semble en effet que sur les tickets bancaires de longue durée, par exemple, les régions pourraient être amenées à discuter de leurs garanties sur des secteurs hautement risqués en termes de technologie, en particulier, quelle qu'en soit la nature. Donc les régions sont confortées. Elles sont confortées sur tout ce qui est enseignement professionnel, formation professionnelle, et la question a été posée par un certain nombre d'entre vous de l'enseignement professionnel. Je pense qu'il faut qu'on soit bien clair. Pour l'instant, dans la loi ne figure que la formation professionnelle et la discussion sur la carte des formations, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des concurrences qui n'ont pas lieu d'être entre l'enseignement initial, lycée professionnel ou technique, et les formations de type apprentissage ou récurrence, quelle qu'en soit la nature, portées par les chambres de métiers, les chambres de commerce ou d'autres organisations. Donc on a besoin de cette rationalisation. En revanche, nous ne sommes pas allés jusqu'à ce qu'un certain nombre de vos collègues ont demandé, qui est l'enseignement professionnel. Les régions conduisent énormément de schémas, ce qui veut dire beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de temps cadre, beaucoup de dépenses publiques. Et nous pensons que ces études, les régions sont contraintes de les faire, de les conduire, mais elles ne sont pas forcément utiles. Donc l'idée, c'est de dire on arrête de faire autant de schémas. On en fait 2. On fait le schéma régional du développement économique, de l'internationalisation des entreprises et de l'exportation avec un certain nombre d'acteurs qui seront présents et qui pourront effectivement discuter des nouveaux créneaux dont je parlais tout à l'heure, à choisir par les régions bien évidemment. Et puis un schéma régional d'aménagement du territoire, non pas à la parcelle, même pas au territoire communal, mais un schéma en particulier portant sur les mobilités, les infrastructures. Parce que c'est vrai qu'on voit aussi émerger des SCOT et parfois des PLU qui se construisent autour de leur histoire et qui voient arriver un pôle-gare, par exemple, ou d'intermodalité qui change tout et qui les oblige à tout recommencer. Donc d'où l'idée d'avoir un vrai engagement des régions sur un certain nombre d'infrastructures structurantes en termes en particulier de mobilité, mais aussi de localisation, je sais pas, de laboratoires de recherche ou autres outils de ce type, et qui permettent après aux collectivités et au bloc communal en particulier de mieux travailler sur les SCOT et les PLU. Donc ce schéma ouvre discussion, hein, on l'a bien vu, sur son contenu, son opposabilité ou sa cohérence. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Je sais qu'est posée la question dans beaucoup de groupes sur l'exécutif et le délibératif, mais nous n'avons pas voulu ouvrir ce sujet qui ne nous semble pas relever. En tout cas, André Vallini et moi partageons cette idée, relever immédiatement des compétences, mais bien d'un autre texte de loi s'il fallait y arriver. Mais bien sûr, tout débat est naturellement enrichissant et acceptable. Sur les départements, la nouveauté, en fait, effectivement, c'est la fin de la clause de compétence générale comme pour les régions, mais la création d'une compétence solidarité territoriale qui n'existe pas. Aujourd'hui, en fait, ce sont des politiques d'aide aux communes que conduisent la majorité des départements. Et comment décrire une compétence de ce type quand il n'y a pas de clause de compétence générale ? Elle avait été supprimée, ce qui interdisait toute intervention sur l'économie, qui interdisait toute intervention sur les écoles, interdisait toute intervention sur beaucoup d'objets. Donc nous, dans un premier temps, avions pensé que la bonne idée était de rouvrir, enfin de réinscrire cette clause de compétence générale. Et après vos débats, nos échanges, la conférence territoriale de l'action publique, nous en sommes arrivés plutôt à la notion de clause de solidarité territoriale, c'est-à-dire un projet structurant important pour une commune ou pour un interco, pour un pays, pour un pôle de développement territorial ou toute autre organisation des communes
qui ne sortirait pas sans une aide d'un département serait dommageable au redressement du pays. Donc l'idée, c'est bien que c'est la solidarité territoriale qui conduit les politiques du département, en prenant en compte le fait que beaucoup de zones rurales ou montagnardes en particulier ont un gros problème d'ingénierie. Et cette clause de solidarité territoriale peut comprendre l'organisation d'une ingénierie départementale à disposition des communes. Je n'irai pas plus loin, nous avons 5 ans après pour nous poser des questions sur les structures départementales. Nous ne sommes pas du tout prêts sur ce sujet. Et je pense que les politiques ne doivent pas pouvoir dire qu'on peut avoir une idée qui semble rationnelle, de Jean-François Copé à François Hollande en passant par Manuel Valls, de supprimer une structure et puis de se rendre compte que c'est pas si simple que ça, à la fois constitutionnellement, les départements sont dans la Constitution, donc il faut une majorité, et puis pratiquement, donc on a 5 ans pour trouver la solution. Moi je dis on a 3-4 ans pour se poser d'ailleurs des questions, sachant que dans cette phase transitoire de 5 ans, les compétences sociales et de solidarité seront celles qui seront le plus observées par nos concitoyens qui demandent à la fois l'aide aux personnes et l'aide aux territoires les plus en difficulté et aux communes les plus fragiles. Donc, je m'arrête là pour les départements parce que c'est l'essentiel. Ce qui fait débat aujourd'hui partout, c'est routes et collèges. C'est vraiment le débat tel que je le ressens, et je crois André a vécu la même chose sur les territoires que nous avons visités. C'est est-il opportun de transférer les routes, c'est-à-dire l'ensemble des mobilités, pour qu'il y ait plus de cohérence et de coordination entre telle route, tel car, tel train, entre les régions et les départements. Est-ce que c'est une discussion qui relève de la commission territoriale de l'action publique? Moi, il me semblait que oui. Et l'idée des collèges est venue d'un constat, c'est que sur un certain nombre de cités scolaires, en milieu urbain comme en milieu rural, on a aujourd'hui 3 employeurs pour les personnels non enseignants, c'est-à-dire les collèges, les régions et les intendants. Donc avec un sujet de rationalité qui a été posé pour les cités scolaires, et je sais que ça fait débat, donc je ne vais pas au-delà ce matin. Sur les intercommunalités, parce que je vais le plus vite possible, parce que je sais que vous avez tous lu le texte et relu le texte que vous avez depuis le mois de juin. Sur le bloc communal, entre-temps, donc le 15 décembre à 9h, nous discuterons de la PPL de M. Pélissard et de Mme Pires-Beaune sur les communes nouvelles. Les communes nouvelles, c'est un sujet qui n'existait pas, j'ai envie de dire, il y a quelques 2 ans, où était extrêmement peu soulevé et de plus en plus discuté, parce que nos élus locaux prennent en charge un certain nombre de politiques publiques et pensent avec juste raison que certaines communes ne pourront pas faire face pour des raisons de population, mais pas seulement, pour des raisons d'assiette fiscale. C'est-à-dire que quand on n'a pas suffisamment d'assiette fiscale, c'est difficile de générer des politiques publiques qui, par ailleurs, sont très demandées par nos concitoyens, puisqu'y compris en milieu rural, ce que nous disent les élus locaux, c'est la montée des demandes de politiques nouvelles. On pense à la petite enfance et à différents accompagnements qui, quelques années, n'appelaient pas de politique publique compte tenu des structures familiales locales. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui et qui génère donc une forme, alors non pas d'engouement, Monsieur le Président, nous n'en sommes pas tout à fait là, mais au moins d'interrogations sur les communes nouvelles qui seront discutées à 9h le 15 décembre dans l'enceinte de cette Haute Assemblée. En revanche, pour les communes et les intercommunalités, il nous semble que la clause de compétence générale est indispensable. Je crois que c'est largement partagé sur tous les bancs. Ensuite, sur 2 points forts, la disparition d'un certain nombre de syndicats intercommunaux. Nous faisons observer que beaucoup de syndicats intercommunaux correspondent à des périmètres de PCI ou infra. Et c'est quand même 17 milliards de dépenses, mais 9 milliards de fonctionnement. Donc là, il y a une vraie interrogation collective à avoir. Et donc, nous voulons supprimer le maximum de syndicats intercommunaux, vocation unique ou multiple. Et on me rétorque à chaque fois, et je pense que André Valény et Thierry Mandon, qui faisaient une réunion sur les simplifications, a eu la même question. C'est certains syndicats départementaux qui fonctionnent bien. S'il y a des syndicats départementaux qui fonctionnent bien,
Enfin, pourquoi on demanderait de les supprimer? Je veux dire, c'est vraiment la recherche là d'efficacité qui prime. Si un syndicat a raison d'être et a peu de frais de fonctionnement par rapport à ce qu'il apporte à l'ensemble de nos citoyens, il n'y a pas de raison de le fermer. Mais c'est vrai que nous souhaitons qu'il y ait un maximum de syndicats qui disparaissent. Alors, il y a, hors compte rendu, si vous le permettez, un élu goguenard qui me disait « supprimons les indemnités ». Je pense que c'est plus profond que ça. Notre sujet porte vraiment sur la rationalisation, la rationalité de nos engagements et la rationalisation des dépenses publiques. Je pense qu'il faut faire un gros effort sur les syndicats intercommunaux. Sur l'horizon des 20 000 habitants, le Premier ministre a répondu dès avant l'été ou juste à la sortie de l'été devant les élus de la montagne en disant qu'il y aurait forcément dans la loi un article d'adaptation. On pensait qu'il suffisait que chacun en convenait puisque c'est un article qui est très déclaratif. Il est plus déclaratif que normatif, si je peux me permettre. Il utilise d'ailleurs la clause de revoyure de 2015 qui figurait dans la loi de 2010 avec un amendement de M. Pélissard sur un report au 31 décembre 2012. Donc on utilise le même véhicule pour ouvrir la discussion sur les périmètres des intercommunalités, mais avec donc des adaptations. Et nos deux critères adaptation, après avoir rencontré beaucoup d'élus, dont le Premier ministre et les élus de la montagne, c'est bien la densité démographique qui doit être un fait objectif d'adaptation possible, et la distance en temps de distance. Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir une 4 voies intra rapide ou d'être à 10 heures aller-retour d'une capitale régionale. Ce n'est pas du tout de même nature. Donc c'est bien la distance entre le centre de cette intercommunalité et sa frontière qui compte. Moi, je ne crois pas à la visioconférence sur tous les sujets. Je pense que les rencontres entre élus sont riches et on doit pouvoir continuer à les faire. D'ailleurs, elles sont légales et intéressantes. Donc l'idée, c'est d'avoir ces deux critères, densité démographique et distance, temps de distance, pour éviter d'avoir des intercos qui chercheraient les 20 000 habitants mais qui n'auraient plus de sens. Je faisais anecdote en disant que je suis allé marcher entre Séost et Lourdes parce que je voulais apprécier aussi, y compris physiquement, ce qu'est une intercommunalité de montagne. Et on voit bien que les 20 000 habitants, c'est un peu difficile de les trouver dans des limites raisonnables. J'ajoute autre chose, Monsieur le Président. Suite à la discussion que nous avons eue vendredi, moi, André et moi, on est tout à fait à l'unisson sur cette écoute. Quand vous avez une interco de 18 390 habitants en zone de vitalité démographique, il ne faut pas à tout prix la casser. La raison l'emportera sur une contrainte qui n'est pas mathématique, mais qui est un objectif. Et cet objectif est lié au fait que la ressource fiscale est rare, on en convient tous, qu'il faudra bien évidemment réformer la DGF pour prendre en compte le fait que nous voulons protéger les terres agricoles, les espaces naturels, et qu'en foi de quoi il faudra trouver un autre critère que le seul bâti pour déterminer les dotations de l'État, parce qu'aujourd'hui elles ne sont déterminées que par le bâti. Et c'est vrai que nous avons un vrai sujet d'évolution de la DGF pour prendre en compte la problématique particulière des territoires ruraux qui doivent protéger la terre agricole, les espaces naturels et j'en passe. Et donc nous avons, à côté de cet objectif de révision de la DGF, André Vallini et moi nous sommes donné le mois de juin pour avoir une proposition bâtie avec nos services et des parlementaires qui voudront bien travailler avec nous. Il faut entre-temps prendre en compte ces intercommunalités pour leur périmètre. Donc les préfets auront une instruction simple et on verra avec vous quelle est la modalité, puisque l'idée c'est bien d'avoir une réunion départementale des commissions intercommunales, mais d'avoir en présence du préfet une vraie étude de la situation pour conduire à une bonne rationalisation. Je termine sur un point, parce que je sais que tous les autres, vous les connaissez par cœur, sur les métropoles. D'aucuns et beaucoup veulent rouvrir le dossier des deux grandes métropoles de Paris et de Marseille. À ce jour, l'étude de l'OCDE sur l'évolution de
de la valeur créée, donc du produit intérieur brut de ces deux grandes aires géographiques françaises montre qu'il faut effectivement trouver une solution pour rationaliser les dépenses publiques dans ces grands ensembles où l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté, tout le monde le sait, mais où on a des vrais problèmes à régler de logement et de transport essentiellement, qui sont les deux grandes questions que sont posées sur ces métropoles. J'ajoute sur Aix-Marseille-Provence une grande question de porte méditerranéenne et de rationalisation des équipements sur l'hinterland du port en particulier, qui perd de ses parts de marché par rapport à Gênes, Valence et Barcelone. On a, nous, toujours la même position. Je pense que le texte tel qu'il a été voté était un bon texte et l'ouverture qu'on fait aux demandes nombreuses de tous les groupes politiques et d'un certain nombre d'élus et de trouver un statut sui generis pour les territoires qui permettrait aux maires de ces territoires d'être mieux entendus sur des documents, en particulier les documents d'urbanisme, mais aussi sur leurs priorités d'investissement. Donc nous sommes favorables à cette ouverture à un statut des territoires. Nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils aient possibilité de lever l'impôt. D'aucuns proposent la CFE. La CFE aujourd'hui, sur l'aire de Paris par exemple, va de 5 à 30, ce qui provoque beaucoup de dumping entre les territoires. Quand on peut faire une CFE très basse, on continue d'accueillir des locaux de sièges sociaux, diverses activités économiques. Quand on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'assiette fiscale suffisante pour porter les autres politiques publiques et qu'on est à 30, on n'a aucune chance d'avoir un développement sur son territoire. Donc moi je pense que pour éviter le dumping et la concurrence, je dis toujours la concurrence c'est pas une valeur, c'est un fait. Il vaut mieux penser coopération et pour passer de la concurrence à la coopération, je pense qu'il vaut mieux lisser la CFE même sur un long temps. Même sur un long temps, on peut dépasser les 10 ans. On peut comprendre que de lisser quand on a une telle différence est difficile. En revanche, laisser la liberté de taux, je ne vois pas comment, en respectant la Constitution, on laisse la liberté de taux et on lisse en même temps les taux. Je pense que là, on arrive à une impasse non seulement en droit, mais me semble-t-il aussi fonctionnelle. Voilà. Le mieux maintenant est d'entendre. Merci, Madame le Ministre. Monsieur le Ministre, peut-être. Oui, Monsieur le Président, merci. Deux mots à mon tour pour dire que je me réjouis, comme Marie-Lise Lebranchu, d'être ce matin devant la Commission des lois du Sénat, parce que le gouvernement, Marie-Lise Lebranchu l'a dit, attend beaucoup du débat parlementaire sur ce texte qui concerne au premier chef la Haute Assemblée, la Chambre des collectivités locales. C'est un texte qui touche au cœur des compétences de nos collectivités et comme le Premier ministre a eu l'occasion de vous le dire déjà, mesdames et messieurs les sénateurs, le 28 octobre dernier, comme il l'a dit au président Larcher, comme nous en avons discuté ensemble, monsieur le président de la Commission des lois, nous voulons vraiment que ce débat soit le plus constructif possible et que le Sénat apporte sa contribution essentielle à cette réforme des compétences de nos collectivités locales. Pour résumer ce texte que Marie-Lise Lebranchu vient d'exposer, on peut prendre trois formules. Aux régions, le développement économique, aux départements, la solidarité, et aux intercommunalités, la proximité et les services de la vie quotidienne. Sur le développement économique, un mot pour dire que le débat commence à s'engager, et il est passionnant, sur l'idée d'étendre le développement économique et tout ce qui concerne l'aide aux entreprises, à l'internationalisation des entreprises, à l'innovation, tout ce qui fait l'attractivité de nos territoires, d'adjoindre à tout ça, à titre expérimental, dans les régions qui le souhaiteront, le service public d'accompagnement vers l'emploi. Ce serait pour le coup une œuvre décentralisatrice qu'on inscrirait dans la loi. Je sais que vous en avez parlé en commission. Vous savez que le Premier ministre a évoqué cette idée le 28 octobre et nous sommes preneurs évidemment d'un débat sur ce sujet, qui n'est pas facile, y compris au sein des administrations d'État concernées. Deuxième mot, et j'en aurai terminé, cette réforme territoriale, en fait, elle vient accompagner en quelque sorte toutes les réformes territoriales qui ont lieu aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où nous parlons, sur nos territoires. La crise économique et sociale
et donc la crise des finances publiques qui en découle, et donc la baisse des dotations que nous sommes obligés d'infliger aux collectivités locales et qui est dure à supporter pour elles, qui oblige les élus à faire des efforts considérables de rationalisation de leur gestion, eh bien tout ça conduit à ce que les élus eux-mêmes conduisent sur leur territoire des réformes. La mutualisation entre communes ou entre communes et intercommunalités, l'agrandissement avant même la loi, passant éventuellement le seuil de 5 000 à 20 000, l'agrandissement des intercommunalités, il y en a sur tous les territoires, dans tous les départements. Des intercommunalités commencent déjà à réfléchir à s'agrandir encore. D'autres y sont très réfractaires, je le sais, mais moi je vois l'aspect positif de ce qui peut se passer ici ou là. Des départements eux-mêmes se rapprochent. Mutualisation, j'en ai parlé l'autre soir en débat, en séance, lorsque nous examinions la loi de finances pour 2015. Des départements se rapprochent, mutualisent leurs services, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loire, la Drôme et l'Ardèche. D'autres veulent aller plus loin encore, la Savoie et la Haute-Savoie. Je recevais les deux présidents, Guémard et Monteil, l'autre jour, et ils veulent faire une collectivité unique, à statut particulier. Le débat est compliqué. Mais enfin, tout ça pour vous dire que la crise des finances publiques et la baisse des dotations, qui est très difficile à assumer, je le répète, conduit, et c'est presque un effet positif de ces difficultés, conduisent les élus à se poser beaucoup de questions et à bouger eux-mêmes. Alors si la loi que nous vous proposons de voter permet d'aller plus loin, les accompagne, les soutient et leur donne des possibilités d'évoluer, ce sera encore mieux, mais je vous le répète, les élus locaux font preuve de beaucoup de créativité pour faire face aux difficultés qui sont les leurs. Voilà ce que je voulais ajouter rapidement, Monsieur le Président, mais maintenant le mieux c'est qu'on puisse évidemment répondre aux questions. Merci, Monsieur le Ministre, j'allais dire chers collègues. Donc, eh bien, nos rapporteurs vont intervenir successivement. Donc, Monsieur Van Dieren, donc. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Valigny, en profiter pour dire que nous avons des relations de travail avec vous-même, bien sûr, mais aussi avec vos collaborateurs et notamment la DGCL qui sont excellentes. Il faut quand même le dire en exprimant de la reconnaissance à cet égard. Et puis poser sur le texte d'abord un certain nombre de questions très précises ou de validation. Hein. Donc on a bien compris que la réforme globale de la DGF, qui devait initialement intervenir au PLF 2015, est programmée maintenant pour le PLF 2016. Donc, premier renseignement. Deuxième renseignement, on a bien compris qu'on n'est pas sur un texte de décentralisation, mais d'organisation entre des collectivités territoriales, mais la décentralisation va nous arriver incessamment sous peu. C'est-à-dire, y aura-t-il, avant la deuxième lecture au Sénat, des annonces sur des décentralisations de services aujourd'hui exercés par l'État vers les collectivités. Parce que dans un souci d'optimisation de la dépense publique, c'est formidablement important d'unifier le régime des aides économiques, mais tous nos auditions, tous nos collègues souvent nous disent mais attention, il y a des doubles emplois avec les échelons d'État et les nouveaux services qui apparaîtront dans les régions. Qu'est-ce qu'on peut savoir de précis? Et en tous les cas, y aura-t-il des mesures là-dessus? Parce que la revue des missions, etc., on en sait très, très, très peu de choses. Troisièmement, il n'y a pas de vraie décentralisation sans travailler aussi sur la déconcentration. Vous dire, mais là c'est plus une info, que le poids pris par les DREAL, les directions régionales, est excessif. Qu'un grand nombre de préfets disent eux-mêmes qu'aujourd'hui, ces services extérieurs ne rendent plus de compte qu'à leur administration d'origine ministère. Et que s'il y a quelque chose à faire en termes de déconcentration, il faut se polariser sur les DREAL. Je vous assure qu'on ne perdrait pas son temps. Hein, et ça, j'avais envie de
de vous le dire. Et enfin, ah oui, j'allais oublier, j'ai une dernière question récurrente. Y aura-t-il et quand un amendement gouvernemental sur Paris et Marseille? Voilà, je m'en... Merci, cher collègue. Monsieur le Président, Jean-Jacques Hyest. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, de nous avoir apporté quelques lumières supplémentaires. Nous avons un texte qui date de juin 2014, qui avait un objectif clair, et je le dis, si vous désossez le document, c'est ça, et l'étude d'impact aussi. Le département, il faut l'évaporer, ou ou le supprimer à terme. Alors, c'était évaporé, c'est une gentille, c'est la mort douce, quoi, en fait. Et puis, voilà. Et c'était écrit. C'est l'expression de M. Édouard Balladur. Oui, mais c'est pas pour ça que. Bon. Et contrairement à ce qu'il y avait, moi je l'avais dit lors du débat sur la délimitation des régions, on me disait non, 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 c'est pas ce qu'on a dit, c'est écrit dans l'étude d'impact. C'est écrit. Bon, alors on est un peu gêné puisqu'on a un texte qui ne correspond plus à la volonté du gouvernement, puisque vous nous avez bien précisé, Madame la Ministre, enfin, on ne sait pas très bien, mais enfin bon, enfin nous on a compris comme ça. Il y a des questions constitutionnelles, donc pas de suppression du département sans révision constitutionnelle. Ça, on l'a toujours dit, bien que certains aient dit le contraire à un moment. Enfin, je ne sais pas où ils ont appris le droit constitutionnel. Et puis, les solidarités territoriales, eh bien oui, c'est quand même le département, malgré tout. Alors, moi, nous, on va agir dans un domaine très simplement. On va reprendre la philosophie de l'article 1er A que nous avions inscrit dans la loi sur la délimitation des régions. Avec, bien entendu, on nous avait dit qu'on nous écouterait, on l'a vu, parce que rien, même sur rien. Et la CMP, ça a été même presque caricatural, donc on est un petit peu inquiet, on nous dit on vous écoute, et puis en fin de compte, nous on préférait être un peu entendus. Ça serait beaucoup mieux. Alors, Madame la Ministre, nous, on va raisonner, je vous le dis, en fonction de, effectivement, clarification des compétences. Ça, oui. Il faut arrêter que tout le monde s'occupe de tout. Et tout le domaine économique, moi, je vous le dis, peut-être que des collègues ne seront pas... Nous avons l'intention de proposer que ça soit la région qui fixe un certain nombre de règles, parce qu'il faut en sortir quand même. Chacun fait son petit truc, c'est pas bien. Ce qui ne veut pas dire que sur le plan local, c'est les intercos et les communes et intercos qui font les zones d'activité, etc. Oui, bon, ça. Mais il faut quand même qu'il y ait un schéma et puis que tout le monde s'y tienne un peu. Bon. Par contre, et on se pose des questions. Vous dites on va attendre la deuxième lecture, mais nous on aimerait bien avoir le bloc total, savoir où on va. On se pose quand même une question. Les régions vont avoir la compétence en développement économique. Ils ont la compétence désormais totale en matière de formation professionnelle. Avec d'ailleurs quelques réflexions sur comment faire que... Enfin, il y a quand même quelques petits soucis. Sur le comportement des régions, même. Il faut bien le dire. Est-ce qu'on privilégie ce qu'il faut vraiment? Bon. Parce que l'objectif, c'est quand même la formation professionnelle, c'est l'acquisition de l'emploi, pas forcément dans la région. D'ailleurs, il y a tout un tas de problématiques comme ça qui ne sont pas résolues. Il faudra bien qu'on les résolve. Nous, on s'intéresse à les régions ont les lycées, mais le lycée, ce n'est pas seulement le lycée, ça ne s'arrête pas en terminale. Il y a toutes les formations post-bac. Et puis, on souhaite quand même leur donner plus de rôle dans l'enseignement supérieur et la recherche. Là aussi, il faudrait peut-être quand même qu'on aille un peu plus loin si on veut que ça soit cohérent. Et bien entendu, si on donne la formation professionnelle, si on donne le développement économique,
on se dit, mais c'est quand même un peu, il manque un pied à la table. C'est l'emploi. C'est l'emploi. Alors, comment mieux associer les régions, je dis associer, hein, Madame la Ministre, je ne suis pas... comment mieux associer en matière d'emploi les régions, ça c'est notre préoccupation vraiment. Et on n'attendra certainement pas la deuxième lecture, on va essayer de faire des propositions, parce que ça me paraît quand même très important. Voilà, alors en dehors de cela, bah, écoutez, l'intercommunalité, écoutez, il y a eu un effort considérable qui a été fait dans notre pays, on l'oublie. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des communes participent à un EPCI à fiscalité propre. On avait prévu une révision, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore parfaitement cohérentes. On peut essayer de convaincre, il y a des choses qui ne correspondent pas au bassin de vie. Il y a quelques intercommunalités qui ont été construites, non pas pour, mais contre d'autres. Enfin, ça existe encore un peu, de moins en moins. Arrêtons de fixer des seuils qui n'ont pas de sens, franchement, qui peuvent avoir un sens. 20 000 habitants en Seine-et-Marne, toutes les intercommunalités sauf une font plus de 20 000 habitants. Donc le problème est réglé. Ce qui ne veut pas dire qu'en Seine-et-Marne, tout est cohérent. Bon, voilà. Et donc, alors je n'évoque pas, bien entendu, Madame la Ministre, la métropole parisienne avec ses extensions, ses immenses communautés inventées par le préfet de région. Ça, de toute façon, on fera des propositions, mais ça, c'est en tant que francilien, plus qu'en tant que rapporteur de l'ensemble de la loi, m'extrayant des préoccupations locales. Voilà, les quelques questions et réflexions. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, évidemment, la réforme territoriale intéresse tous nos collègues et toutes nos commissions s'en sont saisies en désignant des rapporteurs pour avis. Je vais leur proposer, s'ils le souhaitent, d'intervenir après les rapporteurs qui viennent de s'exprimer au nom de la Commission des lois. Monsieur Savary, qui est rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci, oui. Merci, Madame le ministre. Monsieur le ministre, pour vous dire les sentiments suite aux auditions qu'on a pu avoir et qui, parfois, limitent le périmètre de notre exercice. Si on veut véritablement clarifier, par exemple, dire que les CAMS, pour entrer vraiment dans le dur, qui au jour d'aujourd'hui sont financés à 80% par l'État, 20% pour le département. C'est une politique strictement sanitaire, il n'y a pas lieu qu'il y ait 20% de département. Article 40. Rapprochement, vous l'aviez proposé, des foyers d'accueil médicalisés, double tarification au département ARS. Par rapport au MAS, simple tarification État, ou ARS ou Sécurité sociale, hein, je bloque État. On doit les rapprocher. Simplification. Un seul décideur, un seul payeur. Article 40. Vous avez fait une avancée, madame, si j'ai bien compris, sur le service d'accompagnement à l'emploi qui pourrait être décentralisé. Vous pouvez le proposer. Mais si nous le proposons, transfert de charge de l'État, article 40. Derrière l'accompagnement au travail, vous avez l'accompagnement social. La globalisation de l'accompagnement social. Avantage, on reprend l'usager au centre du dispositif. Et non pas selon son statut. Ce n'est pas statut RSA, vous dépendez du département, vous êtes tel politique, statut ASS, etc. On replace l'usager. Donc, accompagnement social global confié à l'insertion, pour la partie insertion sociale, en complémentarité de l'insertion professionnelle, région. Si on veut simplifier, et penser que l'insertion, dans le cadre du parcours vers l'emploi, commence à la partie sociale avant d'être socio-professionnelle et puis professionnelle, puis véritablement politique de l'emploi, si on veut simplifier, confier l'insertion, vous pouvez le proposer, on ne peut pas. Article 40. Donc l'exercice est très très limité. Comment peut-on se sortir de ça? Sinon, on ne clarifiera rien. On aura des grandes idées, des heures et des heures de débat, et on n'arrivera pas vers une loi qui sera plus lisible par nos concitoyens. Et je tenais à vous en alerter, parce qu'on découvre ça au fur et à mesure. Moi, je viens de travailler encore pendant 1 heure et demie, d'essayer de faire des amendements pour clarifier dans le domaine social. À chaque fois, c'est un transfert de charge.
tantôt de l'un vers l'autre, etc. Donc, c'est complètement bloqué. Et dans le domaine social, j'attire votre attention, puisque l'article 23 confiait aux métropoles, notamment certaines actions sociales, le service départemental d'action sociale, c'est-à-dire les assistantes sociales, et il n'y a plus de vision globale pour le reste du territoire. Ce qui veut dire que ça a ses limites. Il faut que ce soit, par exemple, facultatif et non pas obligatoire. On va travailler là-dessus. Mais on a une limite dans ces transferts de compétences automatiquement. D'autre part, j'ai une question précise à vous proposer. C'est à propos de l'article 24, où vous dites bien plus de compétences générales pour les départements, le grand 1, le 1. Plus de compétences, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas concevable si on n'a plus la clause de compétence générale et que le rôle de le deuxième pied des départements de solidarité des territoires, il faut trouver quelque chose. Alors vous trouvez quelque chose effectivement en disant on peut continuer à accompagner financièrement les communes. Ça c'est limite parce que financièrement les départements auront juste les moyens de continuer leurs actions obligatoires et je ne suis pas sûr qu'ils dégagent encore des moyens pour, mais il faut le mettre et c'est bien parce que nous y sommes attachés pour le développement rural. Mais vous parlez également que nous pourrions intervenir et contribuer au financement d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands, nécessaires bien sûr aux besoins de la population. Alors je voudrais avoir un peu la définition des entreprises de services marchands. Voilà. Merci. Merci, chers collègues. Est-ce que Mme Létard veut intervenir à son Oui. tour pour la Oui. Commission des affaires économiques, dont elle est le rapporteur pour avis? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je suis donc pour avis sur bien évidemment la thématique du développement économique et c'est peut-être un peu moins complexe que sur les autres aspects puisque là-dessus on voit que les choses ont été clairement précisées sur la nécessité de voir la région comme étant véritablement porteuse de cette compétence économique et en tout cas de l'organiser. Et on l'a bien vu au travers des auditions que nous avons pu mettre en place au niveau des affaires économiques. La question pose plus aujourd'hui sur la mécanique qui va permettre de construire avec l'ensemble des niveaux de collectivités concernés, particulièrement les territoires, la gouvernance et en tout cas la préparation, la construction du schéma régional et sa déclinaison ensuite. C'est vrai que les questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'il faut qu'on ait un schéma régional qui rentre dans le détail du détail ou est-ce qu'aujourd'hui on doit avoir quelque chose qui reprend les grands principes, qui définissent les grands enjeux stratégiques et comment ils se territorialiseront ensuite, peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire au travers de contrats territoriaux, de conventions territoriales. Et on voit bien que tout ce qu'on entend converge là-dessus et sur la nécessité et l'attente des territoires et des collectivités, des intercommunalités, quelles qu'elles soient, bien évidemment, eh bien, d'être complètement en phase et en tout cas durablement branché au travers des CTAP sur cette construction partagée, ça ressort fortement. Il y a une question que je me posais, telle que le texte sur la compétence économique est rédigé aujourd'hui. Alors c'est un point de détail, mais quand même qui est important. On dit que ce schéma régional va veiller à ce que les aides ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques au sein d'une région ou d'une région limitrophe. Et dans le même temps, on voit qu'en ce qui concerne les métropoles, on aura 2 schémas qui seront adoptés conjointement et qu'à défaut d'accord, les orientations adoptées par la métropole concernée doivent prendre en compte le schéma régional. Cette question des métropoles et la façon dont on doit prendre en compte, mais on n'est pas obligé de les prendre en compte. Attention peut-être, et si on pouvait avoir des précisions sur le risque qu'une métropole puisse avoir des règles du jeu, des aides effectivement économiques qui seraient délivrées à des entreprises ou des dispositions qui seraient peut-être différentes du reste de la région. En tout cas, j'aimerais avoir, Madame la Ministre, à ce stade, des indications sur comment on analyse cet aspect des choses dans le texte à ce stade. Et le dernier point, et je sais qu'il est le souci de nos 2 co-rapporteurs, c'est celui de l'ingénierie économique. Comment vous imaginez la construction et le pilotage, ou en tout cas la coordination des ingénieries économiques présentes sur un territoire régional, sans pour autant les enserrer dans quelque chose de rigide qui pourrait peut-être donner l'envie de se désengager à certains niveaux, mais comment aujourd'hui voyez-vous et imaginez-vous au niveau du gouvernement une structuration intelligente et en même temps soucieuse de laisser de la souplesse au territoire? Merci, chers collègues. Nous avons plusieurs demandes d'intervention. La première est celle de M. Kaltenbach.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Lebranchu. Elle concerne la métropole de Paris, sujet que je connais bien et que je suis déjà depuis plusieurs mois. Nous avons bien compris que les élus de la métropole de Paris ont fait des propositions, mais qui remettent en cause le schéma tel qu'il a été voulu par la loi métropole il y a maintenant quelques mois, et avant même que la loi ne soit en application, en demandant à ce que les conseils de territoire soient reconnus et une capacité juridique, mais surtout à ce que ces conseils de territoire puissent lever l'impôt et gardent un impôt, la CFE, qui est dynamique et qui risque de faire perdurer des inégalités très fortes entre les différents territoires de la métropole. Donc moi j'adhère complètement à l'analyse que vous faites et à la ligne rouge que vous mettez dans l'évolution possible de la loi MAPA, mais je crois, comme l'a demandé le rapporteur René Vandierendonck, qu'il faut que nous puissions disposer de l'amendement gouvernemental très vite, puisque le texte va être examiné en commission le 10, qu'il va arriver en séance le 16, et qu'il est difficile de se positionner et de réagir sur un amendement qui, pour le moment, n'est pas rédigé, n'a pas été communiqué. Donc moi, je suis en attente de l'amendement gouvernemental pour éventuellement faire des propositions d'amélioration, même si j'adhère à la démarche qui est la vôtre. Mais je crois qu'il reste des questions qui sont encore à traiter, comme la démocratie dans ces conseils de territoire. Puisqu'on va donner plus de pouvoir au conseil de territoire, une capacité juridique, il faut aussi, à mon avis, que les oppositions puissent être représentées. Et aujourd'hui, le mode de scrutin et de désignation des conseillers dans ces conseils de territoire risque d'écarter dans la plupart des communes d'Île-de-France les oppositions municipales. Ça ne sera pas positif pour la démocratie, surtout si ces conseils de territoire sont amenés à jouer un rôle. Se pose également la question de l'articulation entre le conseil de territoire et la métropole. Quelles compétences, comment les choses peuvent s'organiser de manière cohérente pour ne pas créer un échelon supplémentaire qui risque de paralyser encore plus le fonctionnement à l'échelle de la métropole de Paris, puisqu'on le voit à travers cette demande des élus de la métropole, nous risquons d'arriver à la création d'un 5e échelon, puisqu'on aura sur la métropole de Paris la commune, le conseil de territoire, le département, la métropole et la région. Et donc tout ça risque de complexifier et ne jouera pas forcément en faveur d'une clarification. Et donc ça sera ma troisième interrogation. La première, c'est la démocratie, comment l'améliorer, l'articulation conseil de territoire métropole, mais quid des départements sur le territoire de la métropole? Il y a 4 départements, Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Lors du débat, vous étiez engagé à ce qu'une étude puisse être présentée au Parlement sur les conditions qui pourraient être celles d'une suppression ou d'une fusion des 4 départements. J'aimerais savoir également où en est le gouvernement sur la réflexion concernant les départements sur la métropole de Paris. Nous avons bien compris que sur l'ensemble du territoire, les départements allaient perdurer encore quelque temps, et peut-être même très longtemps. Mais sur la métropole de Paris, je crois que la question se pose vraiment. Donc voilà les questions que je souhaitais vous poser, en insistant sur le fait que plus vite on aura l'amendement, plus vite on pourra réfléchir, faire des propositions et améliorer l'amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, j'avais une question à poser. Elle est assez courte. Quel est votre dessein? D-E-2-S-E-I-N. Oui, point d'interrogation. Je pensais m'arrêter là. Mais je voulais dire que ce débat est marqué du fait qu'il y a eu beaucoup d'éléments successifs qui sont arrivés, de positions successives et changeantes. On peut théoriser cela en disant, après tout, nous sommes en réflexion. La réalité est souvent comme cela. Monsieur Hyest, la réalité ne consiste pas à dire il y a un schéma, il s'applique. Non, j'ai remarqué, mais je vous ai regardé. Et non, mais tout à fait, mais c'est amical, hein, très, très amical. Donc, la réalité, cher ministre, n'est pas qu'il y a un schéma a priori, puis qu'on l'applique. Mais moi, je rêve toujours d'une loi qui dise, nous voulons repenser la France, l'organisation, autour de régions fortes et de communautés fortes, qu'elles soient métropoles, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou communautés de communes.
Et je pense qu'il y a là une grande clarté, une grande logique. Alors, bien entendu, je sais bien que ça suppose des évolutions quant à la structure départementale et qu'il était sans doute imprudent d'annoncer que celle-ci disparaîtrait un jour J. Mais en même temps, ce n'est pas, je crois, trop demandé que de demander vers où on va. Et autant je crois que le département reste nécessaire dans certaines circonstances, on a beaucoup parlé des départements dits ruraux, autant je crois qu'il faut affirmer clairement cette orientation, parce que sinon, on est toujours dans un entre-deux. Alors on peut théoriser l'entre-deux en disant, voilà, c'est bien comme ça. C'est pas dogmatique, en effet. Mais c'est pas mal non plus d'afficher une perspective. Et moi, dans certains des discours qui ont été tenus par l'exécutif, j'ai senti clairement cette perspective à certaines époques, certaines semaines. Et j'aimerais que l'on porte peut-être davantage cette perspective. Bon, mais je vais arrêter là pour ce jour, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame Tasca. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre état d'esprit concernant la compétence générale, parce que le gouvernement a beaucoup hésité sur ce sujet et j'avoue personnellement ne plus très bien voir comment cette réflexion s'inscrit dans le texte tel qu'il est aujourd'hui et comment on mène à la fois le chantier de la clarification des compétences tout en ménageant une part de compétences générales. Autre question concernant la clarification des compétences, mais ma collègue Valérie Létard l'a déjà évoqué. Comment pensez-vous articuler la compétence économique des régions et la compétence économique des métropoles? Je pense qu'il y a là un terrain très, très important et il me semble que l'article 3 du projet de loi n'apporte pas pour le moment de réponse claire sur cette question. L'intercommunalité, c'est évidemment au centre de cette réforme et en fait de la démarche qui a été engagée par notre pays depuis la loi de 99 essentiellement, et c'est au cœur de la transformation du paysage administratif de notre pays. Alors, pour les intercommunalités, le passage du seuil de 5 000 à 20 000 habitants a fait couler déjà beaucoup d'encre et inspire quand même beaucoup d'inquiétudes sur certains territoires. J'ai bien noté, Madame la Ministre, que vous évoquiez un article d'adaptation et vous avez même énoncé 2 critères qui me semblent pertinents, mais pas toujours faciles à combiner. Le critère de la densité démographique et le critère de la distance en temps, au fond pour préserver la nécessaire proximité. Mais est-ce que ce seuil de 20 000, vous avez des éléments qui vous font penser que c'est un seuil d'efficacité? Pardon? Bon, voilà donc cette question. Enfin, mais Jean-Pierre Sueur vient de l'évoquer, qu'est devenue l'idée de faire un sort particulier aux départements ruraux? Où en est la réflexion du gouvernement sur ce plan? Puis une dernière question plus technique. À l'article 33, il est prévu une action récursoire de l'État vers les collectivités en cas de condamnation pour manquement à une disposition européenne. Cette proposition, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'elle reflète une faiblesse du contrôle de légalité des collectivités? J'ai terminé, Monsieur le Président. Voilà pour cette audition parfois houleuse des 2 ministres, Marie-Lise Lebranchu et André Vallini, en charge de la fameuse loi NOTRe, pour loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi sur les compétences des différents échelons, une loi qui porte bien son nom, vous avez pu le voir, car les sénateurs sont bien décidés à se l'approprier. Depuis cette audition, eh bien, la commission des lois a proposé sa version du texte, une version sensiblement différente de ce que voulait le gouvernement, une version qui arrive dès la semaine prochaine
en séance au Sénat. Vous pouvez voir et revoir toutes ces auditions sur notre site publicsénat.fr. Tout de suite, le journal présenté par Delphine Girard. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.